Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara est en Chine à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Les deux chefs d'État se sont entretenus hier jeudi au Grand Palais du Peuple à Beijing. Ils ont décidé de renforcer davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine par l'établissement d'un partenariat stratégique global. Le coton reste et demeure le principal moteur de l'économie dans le nord de la Côte d'Ivoire, malgré la percée de l'anacarde. Il y a quelques années, le coton tendait à perdre cette place, mais la réforme de la filière, symbolisée par le système du zonage, a redonné au coton ses lettres de noblesse. De violents combats entre milices rivales ont repris hier jeudi en fin d'après-midi au sud de la capitale libyenne Tripoli. Et selon le ministère de la Santé, 27 personnes ont été tuées, 91 autres ont été blessées, et la plupart des civils. Voilà, nous vous le disions à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara est en Chine à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Les deux chefs d'État se sont entretenus hier jeudi au Grand Palais du Peuple à Beijing. Ils ont décidé de renforcer davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine par l'établissement d'un partenariat stratégique global. Viviane Aïmé. 35 ans de relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire, marquée par une coopération qui s'est renforcée au fil des années. En entreprenant cette visite d'État, le président de la République Alassane Ouattara veut élargir encore plus cette coopération qui a permis au gouvernement ivoirien d'entreprendre, grâce au soutien de la Chine, de nombreuses réalisations en infrastructures diverses au bénéfice des populations ivoiriennes. Reçu ce jeudi 30 août au Palais du Peuple, l'équivalent du palais présidentiel, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara et son épouse, ont été accueillis par le président Xi Jinping et son épouse. Signe de la considération du président chinois pour le président de la République Alassane Ouattara, « Je suis très heureux de vous revoir », a dit le président Xi Jinping au président ivoirien, ajoutant « Vous êtes le premier dirigeant africain que je rencontre en marge du sommet ». En effet, la Chine va tenir les 3 et 4 septembre le 3e sommet du Forum de coopération sino-africain. L'hymne national de Côte d'Ivoire a été exécuté dans l'enceinte du Palais du Peuple. Suivi par l'hymne national de la République populaire de Chine. Les honneurs militaires ont été rendus par un imposant détachement de l'armée nationale chinoise. Suivi des acclamations des enfants pour souhaiter la bienvenue au président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu ensuite une rencontre ouverte à leurs délégations ministérielles respectives, au cours de laquelle il y a eu un échange d'allocutions. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour les avancées extraordinaires que votre pays a connues ces dernières années. Depuis mon élection, j'ai la chance de vous rencontrer pour la 3e fois. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que nous considérons que votre initiative pour la ceinture et la route est une initiative à laquelle nous adhérons. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, nous pourrons procéder à la signature de cette initiative. L'initiative du président Xi Jinping, dénommée la ceinture et la route, consiste en la mise à disposition par la Chine d'un fonds d'investissement pour l'Afrique de plus de 1000 milliards de francs pour le développement des infrastructures ainsi que le développement des échanges commerciaux. S'agissant des retombées de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien a obtenu du président Xi Jinping le soutien de la Chine pour la transformation du cacao ivoirien sur place en Côte d'Ivoire, ce qui va permettre au cacao ivoirien d'être moins dépendant des chutes du prix sur le marché international. Par ailleurs, la transformation sur place va créer aussi des emplois. Autre retombée, les deux chefs d'État ont décidé de mettre en place un partenariat stratégique global
entre leurs deux pays. En d'autres termes, le partenariat de la Côte d'Ivoire avec la Chine ne sera plus cantonné à certains secteurs, mais pourra s'étendre à de nombreux domaines de la vie économique et sociale ivoirienne. Et pour donner le ton, 5 accords de coopération touchant divers secteurs ont été signés en présence des deux chefs d'État. Un accord portant création de centres culturels, un mémorandum d'entente sino-ivoirien dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, un accord cadre sino-ivoirien sur la capacité de production industrielle, un accord de coopération économique et technique, enfin, un accord cadre pour un prêt préférentiel pour la réalisation de l'autoroute Thiébissou-Bouaké. La rencontre entre les deux chefs d'État au Palais du Peuple s'est achevée par un déjeuner officiel en l'honneur du président de la République Alassane Ouattara et son épouse. Viviane Aïma, ici en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République a échangé hier jeudi avec une quarantaine d'étudiants de la Business School de l'Université de Harvard aux États-Unis d'Amérique. Ces étudiants sont en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une série de voyages d'études et de découvertes dans plusieurs pays du monde. Traoré Mahama. Du chocolat made in Côte d'Ivoire. C'est en partie le présent remis à chaque étudiant par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Une manière de souhaiter, au nom du chef de l'État, la bienvenue sur la terre du cacao à ces étudiants de la Business School de l'Université de Harvard aux États-Unis, l'une des plus prestigieuses écoles de management au monde. Au nombre de 41 et de diverses nationalités, dont l'Ivoirien Doné Sikone, ces étudiants ont choisi la Côte d'Ivoire pour un voyage d'études. Cette rencontre d'échange avec le vice-président de la République est la première articulation de ce séjour en terre ivoirienne. Le groupe a eu l'occasion d'échanger sur la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire, de discuter de un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis les années 1960 et un peu des opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire en tant qu'investisseur, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et donc c'était ça un peu le but de ce voyage. Ces étudiants de la Business School de l'Université de Harvard sont en année de master. Au programme de leur séjour, une rencontre avec les anciens pensionnaires de cette école installée en Côte d'Ivoire, suivie d'une visite à Yamoussoukro, la capitale politique. Mercredi dernier a pris fin le dépôt des dossiers de candidature pour les élections locales. Après la réception justement de ces dossiers des candidats par la CEI, place à leur traitement pour connaître la liste définitive des candidats pour ces élections locales. Le constat de Sidonie Ouakadavila. Bertin Ganin, secrétaire permanent adjoint de la commission électorale indépendante, et sa collègue en plein examen de dossier. Au lendemain de la clôture des dépôts de candidature, la CEI entame ainsi l'étape du traitement des dossiers. Après le traitement informatique, nous faisons un traitement physique des dossiers. Je prends un dossier donné, il y a les règles fixées par la loi. Par exemple, il faut un certain nombre de conseillers pour les municipales, de conseillers résidents et de conseillers non résidents. Pour les régionales, il faut un certain nombre de conseillers par rapport aux différents départements. Donc nous examinons sur la liste si ces quotas-là sont respectés, malgré le traitement informatique, qui déjà auparavant aura vérifié la présence du candidat sur la liste électorale. La CEI dénonce toutefois l'affluence au dernier jour du dépôt de candidature, alors que cette phase était ouverte depuis le 14 août. Malgré les vacances judiciaires, la justice fonctionne. On ne peut pas valablement dire que les vacances judiciaires ont impacté négativement sur les délais de dépôt. On dit qu'il veut voyager loin, ménage sa monture. On sait qu'on est candidat, ce n'est pas une surprise. Je pense que les candidats qui le voulaient bien devaient pouvoir s'organiser pour avoir les documents, étant donné que la date de péremption, c'est 3 mois au plus tard, après l'établissement, après la date d'établissement. Donc on a largement le temps d'établir les pièces.
Parmi les dossiers réceptionnés au cours de l'opération, la CEI enregistre des dossiers incomplets. L'institution prévoit jusqu'au vendredi 31 août pour permettre aux candidats de fournir toutes les pièces ou informations manquantes. Concernant la prorogation souhaitée par certains partis politiques ou candidats, la CEI donne sa position. Nous agissons dans le cadre légal. Il y a un décret qui a été pris qui fixe la date de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Et ce décret a fixé cette date au 13 octobre. Et c'est justement en fonction de cette date que la date butoir de réception des dossiers a été fixée au 29 août. Parce que nous devons recevoir les dossiers au plus tard 45 jours avant l'élection. Et donc, nous avons respecté, pour ce qui nous concerne, la date butoir du dépôt des dossiers. Nous envisageons et nous organisons pour faire en sorte que les élections se déroulent à la bonne date, c'est-à-dire au 13 octobre 2018. Nous allons étudier les dossiers et le 7 septembre, au plus tard, nous allons publier la liste des candidats retenus. Maintenant, s'il y en avait qui pensent qu'il y a un contentieux, ils saisissent les tribunaux compétents, les organismes compétents pour le règlement de ces contentieux éventuels. Alors que les différents dossiers reçus doivent franchir plusieurs étapes au cours de leur traitement, impossible pour la CEI de faire pour l'heure un point chiffré des dossiers. Un nouveau mandat pour le juge ivoirien Sylvain Oré à la tête de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sylvain Oré a été réélu lors de la 50e session ordinaire de l'institution judiciaire qui se trouve à Arusha en Tanzanie. Ce autre mandat qui débute cette année 2018 sera le deuxième pour le magistrat ivoirien Abou Sanogo. C'est en 2016 que le juge ivoirien Sylvain Oré a été élu pour la première fois président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois. Cette fois encore, l'électorat composé de 11 juges en provenance des États membres de l'Union africaine lui a renouvelé sa confiance afin qu'il parachève l'œuvre déjà entreprise, ce à quoi il pense déjà. Je laisserai l'héritage d'une justice africaine des droits de l'homme qui répond à l'espérance des justiciables africains, tel qu'elle ressort de l'esprit qui a prévalu à la création de la Cour. Il s'agit d'une Cour qui donne l'image dans son organisation et dans son fonctionnement que la justice dans une Afrique où malheureusement les violations des droits de l'homme sont encore une réalité quotidienne a besoin de se raffermir. Les résultats de ce scrutin qui s'est tenu à huis clos à Arusha en Tanzanie exigent du nouveau président et de son vice-président le Kenyan Ben Kyoko qu'ils entretiennent la flamme allumée par les prédécesseurs, que la Cour demeure dans sa tradition, celle de protéger les plus faibles, les plus démunis. Telle était la dernière recommandation de la 50e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme. Deuxième grand titre de cette édition et nous allons parler de la culture du coton. Le coton qui reste et demeure le principal moteur de l'économie dans le nord de la Côte d'Ivoire. Malgré la percée de la NACAD il y a quelques années, le coton tendait à perdre cette place. Mais la réforme de la filière conduite par la compagnie ivoirienne de coton à travers le système du zonage a redonné au coton ses lettres de noblesse. Jean-Luc Gbangbo Kwame. On l'appelle l'or blanc. Les paysans de la partie nord de la Côte d'Ivoire ont longtemps tiré l'essentiel de leurs revenus dans la culture du coton. Cette année encore, et malgré la montée en puissance de la NACAD, de nombreux paysans à Korogo ont décidé de se tourner vers le coton. Quand les prix de la NACAD ont commencé à monter, il y a d'autres qui veulent abandonner le coton. Pourtant, le coton, c'est une bonne matière. Bon, l'année passée, on avait fait 3 hectares. Mais cette année, j'ai décidé d'augmenter la superficie pour avoir un peu plus de rendement. La période de labour est déterminante pour la réussite de la campagne cotonnière. Djakaridja et Amoussa ont bénéficié de l'aide de leur coopérative pour labourer leurs parcelles. Mais ils souhaitent une implication plus importante de l'État. Si l'État peut venir à l'aide aux producteurs avec des tracteurs, ça peut envoyer aussi la pollution. Comme à chaque début de campagne,
Les paysans reçoivent l'assistance de conseillers agricoles. Patron, quand vous commencez tôt comme ça, ça permet d'être dans le temps. Il faudra respecter un peu les écartements. Hein. Aujourd'hui, le nord, là, c'est le coton qui nourrit le nord. Hein. Donc, quoi qu'on dise, le coton à lui seul finance les autres cultures autour. Les vivriers et autres, les engrais, on ne peut pas produire quelque chose ici sans mettre de l'engrais. Et c'est le coton qui finance. Depuis la campagne 2017-2018, la filière coton est en pleine réforme. L'une des mesures phares est le zonage, qui consiste en un découpage du bassin cotonnier en zones exclusives d'activité autour des usines existantes. Dans la région des Savanes, l'essentiel de l'activité cotonnière est ainsi concentré autour de la compagnie ivoirienne de coton COIC. On leur apporte les herbicides qu'il faut, on leur apporte tout ce qu'il faut pour que le cotonnier puisse avoir un bon développement et bien produit. On les appuie aussi avec les tracteurs, ce sont des appuis au niveau de la société. L'objectif du zonage est de corriger la disparité dans l'assistance aux producteurs, de maîtriser la concurrence et d'améliorer les rendements ainsi que les revenus des producteurs de la filière coton. À Korogo, la production des cotonculteurs affiliés à la COIC est égrenée dans cette unité. Cette année, nous avons égrené 122 600 tonnes et nous avons tenu main forte à notre compagnie sœur qui est la CIDT. Nous avons pu égrener là-bas 8000 tonnes. Donc ça nous fait en gros autour de 130 000 tonnes cette campagne. La société a encadré pour la campagne 2017-2018 plus de 20 000 producteurs sur une superficie de 90 000 hectares pour une production de plus de 122 000 tonnes. Pour maintenir la flamme du coton dans la région, les meilleurs cotonculteurs sont régulièrement récompensés. Comme ici, lors de la fête du coton, où plus de 4 000 producteurs ont reçu des lots en nature et en numéraire. Notre raison, notre existence, c'est les producteurs. Nous avons fait de gros investissements, certes, mais s'il n'y a pas de producteurs pour produire du coton, qu'allons-nous en faire? La culture du coton est très difficile. Il faut sensibiliser les agents pour qu'ils soient auprès des producteurs pour que le rendement puisse s'élever. Au total, ce sont 6 sociétés qui ont hérité des zones de production de coton. Cette organisation devrait confirmer l'embellie retrouvée de la filière avec une production de coton-graines sur la campagne 2018-2019 annoncée à 400 000 tonnes, soit une hausse de 6% par rapport à la campagne écoulée. Jean-Luc Mangbo-Kwame, chez les premières journées nationales promotionnelles de l'énergie solaire, de l'économie d'énergie, du développement durable et des PME vertes ont été lancées le mercredi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie ici à Abidjan. L'initiative de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Retrouvons Jean-Luc Mangbo-Kwame. L'esplanade de la Chambre de commerce et d'industrie, vitrine des énergies renouvelables avec en toile de fond une sensibilisation sur le changement climatique, l'économie d'énergie et la sécurité des usagers de l'électricité. Les journées nationales de l'éco-énergie entendent ainsi participer à la communication pédagogique sur la notion de développement durable. Nous voulons vraiment donner une véritable pédagogie aux Ivoiriens de ce qu'il y a possibilité non seulement de réduire ses dépenses énergétiques, sa consommation, mais en le faisant, on fait un geste en faveur de la planète face aux défis climatiques aujourd'hui. Usagers, professionnels et experts du secteur, décideurs, tous ont exprimé la nécessité de faire la promotion des énergies renouvelables. On peut se développer sans détruire ses cours d'eau. On peut se développer sans détruire son environnement. C'est pour cela qu'est né ce concept depuis les années 72 et qui a suivi son chemin et qui a été consacré en 92 avec le sommet de Rio. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, s'est engagé à accroître à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici à 2030. Cet engagement spécifique au niveau du secteur de l'énergie est mis en œuvre en tenant compte des spécificités du secteur, de son cadre réglementaire, de sa viabilité financière à assurer avec une contribution et un engagement des partenaires au développement, à savoir les bailleurs de fonds, les partenaires au développement privés, locaux et internationaux. Cadre d'échange, de sensibilisation mais également de formation, les journées nationales de l'éco-énergie sont ainsi animées de conférences, d'ateliers, de formation et d'expositions.
La Banque africaine de développement BAD va soutenir financièrement le Conseil de l'entente pour la modernisation du centre régional de formation pour l'entretien routier CERFER, une institution du Conseil de l'entente basée à Lomé au Togo. Les deux parties ont signé un accord à ce sujet. Plus de 5 milliards de francs CFA offerts pour financer le projet de réforme du centre régional de formation pour entretien routier CERFER. C'est l'objet de l'accord signé entre la Banque africaine de développement BAD et le Conseil de l'entente. Il devra permettre de faire de ce centre régional un pôle d'excellence capable de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes Africains. L'intérêt pour ce projet, il est non seulement dans la possibilité de contribuer à répondre à la problématique de l'emploi des jeunes et surtout nous permettre de disposer de compétences qui vont nous permettre d'assurer une bonne durée de vie de tous les investissements que nous mettons en œuvre dans le domaine des transports, notamment au niveau des routes, des chemins de fer et des mines. Le financement de ce centre va permettre de réaliser les modules de la réforme que sont la restructuration de la gestion du centre, la réfection totale du centre et la construction de nouveaux locaux, l'acquisition de nouveaux équipements et matériels, le lancement de nouvelles filières de formation, la mise en place d'une politique de communication pertinente, etc. Le projet de modernisation du CERFER va permettre de créer environ 8000 emplois directs de techniciens en Afrique de l'Ouest dans le secteur des bâtiments et des travaux publics, du chemin de fer et des mines au cours des 5 années à venir. Il s'est ouvert hier jeudi ici à Abidjan, précisément à Port-Boué, sur le site du futur parc d'exposition route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, la première édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI. Et c'est un événement organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Objectif du FOMCI, encourager la production, la commercialisation et la consommation des produits fabriqués localement. Francis Boifo. Foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI. C'est une plateforme, la première du genre. Elle vise à faire connaître le savoir-faire et la qualité des produits et services fabriqués par les entreprises installées en Côte d'Ivoire. Nous faisons des sacs à main, nous faisons les sets de table que vous voyez. C'est le pain traditionnel. Vous avez la pochette pour essuyer la bouche. Et puis là, c'est pour mettre les assiettes, pour donner vraiment l'appétit à tous les invités, à la famille et tout ça. Nous sommes venus montrer le bienfait de l'artisanat ivoirien et ce que l'artisanat ivoirien apporte à nous les Ivoiriens d'abord. Il faut encourager cela parce qu'on a des gens qui font des productions de qualité, malheureusement qui n'ont pas de promotion, qui ne sont pas connus. Et cette fois est l'occasion de leur permettre d'exposer leurs idées, leurs savoir-faire. Sur le site du futur parc d'exposition à Port-Boué, on peut voir aussi des produits industriels sortis des fabriques ivoiriennes. Nous transformons donc les produits issus des terroirs, donc des régimes de palme, pour en sortir des produits finis qui sont l'huile de palme et qui sont aussi les savons. En étant à la fois, nous voulons vendre beaucoup de produits. Les Ivoiriens, il faut qu'ils sachent que quand ils construisent la maison, s'ils ne mettent pas un tube normalisé avec les bonnes épaisseurs, le bon diamètre, là où il faut, quand il faut, ils peuvent avoir beaucoup de dégâts. Donc on veut sensibiliser les Ivoiriens pour bien choisir les matériaux. La FOMCI devrait inciter les populations à privilégier les produits made in Côte d'Ivoire, encourageant ainsi le secteur privé à conquérir de nouveaux marchés en étant compétitif. À juste titre, il est consacré comme le pilier essentiel de la transformation structurelle de l'économie nationale, avec une contribution au PNB 2016-2020 estimé à 61%. Le gouvernement s'est résolument engagé dans la transformation des produits locaux à forte valeur ajoutée en vue d'améliorer leur contribution au produit intérieur brut. Jusqu'au 9 septembre prochain, les consommateurs sont invités à visiter les stands de la centaine d'entreprises qui exposent et participer aux échanges autour des questions liées à la commercialisation, l'exportation et la labellisation des produits Made in Côte d'Ivoire.
Et c'est reparti depuis hier pour la 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Banama, a ouvert les festivités hier jeudi à Yopougon, place CP1. Et cette tribune de promotion du patrimoine culturel et artistique de la Côte d'Ivoire réunit 10 régions du pays. Amadou Ouattara, Walter. Commune de Yopougon, boulevard de la place CP1. Une compagnie artistique venue de la région du Poro ouvre le défilé de troupes et délégations invitées. Nous sommes à la 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. C'est l'aperçu de ces 3 jours de festivités. La commune de Yopougon abrite pour la première fois cet événement, jusque-là, qui se tenait à Boaké. Le maire Gilbert Kafana Koné ne cache pas sa joie. Toute politique de développement des pratiques traditionnelles, des arts et des cultures offre à nos jeunes, à nos enfants, une plus grande proximité avec leur terroir, mais surtout les repères nécessaires à l'inclusion sociale, aux valeurs morales qui fondent toute société solide. Le ministre de la Culture et de la Francophonie est revenu sur l'importance de cet événement qui vise la promotion des valeurs traditionnelles et du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Ce riche patrimoine est créateur d'emplois, de richesses, de croissance inclusive. Ce patrimoine est promoteur de développement et de cohésion sociale. Sous l'autorité du président Alassane Ouattara, et sous la conduite de M. le Premier ministre Amadou Coulibaly, la culture en Côte d'Ivoire n'est plus la 3e roue de la charrette, mais un des piliers vivants de notre développement. Après la coupure du ruban, marquant l'ouverture officielle de la 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, la visite des stands du village de la SNAC. Chaque stand propose des produits artistiques, vestimentaires et gastronomiques des différentes régions de la Côte d'Ivoire et des pays invités, le Togo et le Burkina Faso. Des concerts, concours de voyants interquartiers et de danse de terroir sont les temps forts au programme de cette édition. La Fondation Bénian a distingué 8 lauréats hier jeudi lors de sa traditionnelle cérémonie de remise de bourses d'excellence. Ces bourses serviront à financer les études de ces lauréats dans les meilleures universités étrangères. Nadia Eja Aboubakar, Chakakode. Ils sont 8 à être distingués dans le cadre du programme Bourse d'excellence de la Fondation Bénian. Pour cette édition 2018, chacun des bénéficiaires verra la suite de ses études supérieures financées dans l'un des 3 pays que sont la France, les États-Unis et l'Angleterre. La Fondation a mis sa confiance en moi et je dois l'honorer au travers de mes compétences, au travers aussi du travail que je ferai, au travers de tout ce que je ferai dans cette école. Je suis venue représenter ma grande sœur qui a reçu une bourse excellence de la part de Bénian International. Je suis vraiment très fière d'elle. Elle a vraiment beaucoup travaillé, elle s'est beaucoup impliquée dans le travail depuis toujours. C'est fort d'un parcours scolaire de qualité que ces 8 lauréats ont été sélectionnés parmi plus d'une centaine de candidats. Le premier critère, il ne faut accuser aucun redoublement pendant son cycle universitaire. Le second critère, il faut être brillant. Ce qu'on récompense, c'est la qualité de l'étudiant, de son parcours universitaire, son projet d'études, ce qu'il a envie de faire pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Initié depuis 1996, ce programme Bourse d'excellence valorise et accompagne la formation académique de jeunes talents pour un bénéfice à la nation. À ce jour, il y a environ 500 hauts cadres qui travaillent actuellement dans les entreprises ivoiriennes qui ont bénéficié de ce programme de Bourse d'excellence de Bénian. À noter, au titre des actions menées pour soutenir le développement de compétences en Côte d'Ivoire, l'initiation de 2 nouveaux programmes par la Fondation, à savoir le programme de leadership féminin et le programme immersion communautaire. Après 3 années de fructueuse collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Alain Winter quitte la Côte d'Ivoire. Un hommage a été rendu à cet officier supérieur français appelé à d'autres fonctions dans son pays.
la France. Et nous allons terminer avec cette information de violents combats entre milices rivales ont repris hier jeudi en fin d'après-midi au sud de la capitale libyenne Tripoli, quelques heures seulement après l'annonce d'un cessez-le-feu qui devait marquer la fin des violences ayant fait une trentaine de morts. Selon le ministère de la Santé, au cours des combats d'hier, 27 personnes ont été tuées, 91 autres ont été blessées, la plupart des civils. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues RVP. Merci aux techniciens et merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur RTI.